d'inculquer à ses élèves l'importance de la nécessaire égalité des femmes. En juin 2010, elle cofonde la coalition Laïcité Québec, qui est maintenant connue sous le nom de Rassemblement pour la laïcité. En 2014, elle cofonde PDF Québec pour le droit des femmes du Québec. Elle en a assuré la présidence de sa fondation jusqu'en 2017, puis elle a repris la présidence en 2021 jusqu'à ce jour. Elle est aussi auteure, elle a déjà plusieurs publications que j'omets pour sauver du temps. Alors, Madame Sirois va nous entretenir de quelle laïcité pour gérer la diversité culturelle et assurer la paix sociale au Québec. Donc, je vais donner la parole à Madame Sirois, puis je présenterai les autres juste avant leur conférence, contrairement à ce que j'ai fait hier. Madame Sirois, à vous. Merci, bonjour. Alors, la loi 21 sur la laïcité de l'État exige des représentants de l'État, je vous apprendrai rien, un devoir de neutralité concernant les personnes qui sont en autorité coercitive, les juges, les procureurs, les policiers, gardiens de prison. Mais ce qui soulève le plus de passion, c'est l'obligation de ne porter aucun signe religieux pour les enseignantes à l'école. On a pu constater cela, cette montée des passions, dès les premières poursuites contre la loi 21 en juillet 2019. Le Conseil national des musulmans canadiens était le fer de lance de la lutte contre la laïcité de l'État, puis une étudiante portant le hijab faisait aussi une partie principale des recours en cours. Pourquoi autant de passion autour du voile et de l'école et non pas des tribunaux, le corps policier, les prisons? En fait, actuellement, des forces fondamentalistes sont actuellement à l'œuvre et poursuivent des finalités qui ne peuvent qu'avoir un impact sur le climat social à l'école et dans la société en général, comme nous l'a mentionné hier Léla Lesbeth. C'était très pertinent. Qu'en est-il de la promotion du voile? On constate au Québec qu'il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles portant le voile. Précisons d'entrée de jeu que toutes les religions, christianisme, judaïsme, bouddhisme et d'autres, ont des textes sacrés où la femme est considérée inférieure à l'homme, impure, source de tentation. Mais la question du voile, je vais m'y attarder parce que c'est surtout ici au Québec qu'il devient plus visible et aussi à cause de toute l'importance que le voile prend dans le débat actuel sur la laïcité. En fait, quel est le message envoyé par ce signe religieux ostensible? Un chercheur de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, en 1999, disait que le crucifix sur les murs de la classe était attentatoire à la liberté de conscience des élèves non catholiques. Et parce que ces élèves sont intrinsèquement vulnérables puis captifs dans la classe. Mais ils ne se préoccupaient pas de l'enseignante que les élèves aiment, regardent et qui lui servent de modèle. Ça ne le préoccupait pas. Quelle est la teneur du message que porterait cette enseignante porterait le voile auprès des enfants? Un début de réponse a été donné en 2004 par une militante de Présence musulmane dirigée par Tariq Ramadan. Elle disait que le port du voile est un acte de foi. Il renvoie la volonté d'une femme musulmane d'agréer à une injonction divine. Alors, ce n'est pas rien que d'avoir un voile et d'enseigner. C'est le même genre de discours qu'on a entendu en cours supérieur autour de la loi 21. Pour comprendre la réelle portée de cette injonction divine, il faut situer aussi le statut des femmes dans la religion musulmane. Dans le Coran, on peut lire que les hommes peuvent battre leurs femmes au simple soupçon d'infidélité et quand elles n'obéissent pas. Je veux rappeler la sourate 4, verset 34. Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Alors, les femmes menstruées sont impures, l'homme peut répudier sa femme, le témoignage d'une femme vaut que la moitié d'un homme, le garçon recevra en héritage le double de la part d'une fille. Il est même dit que les hommes ont autorité sur les femmes du seul fait de la préférence de Dieu en leur faveur. Alors, vous voyez, le voile ne s'insère pas dans un contexte qui est neutre, hein? Bon, n'oublions pas donc, pour illustrer mon propos, qu'est-ce que j'ai fait?
je suis allée faire une petite visite sur le terrain, je suis anthropologue, concernant le voile dans le Petit Maghreb, dans un quartier situé dans l'est de Montréal, autour de la rue Jean-Talon. Alors, je suis allée au centre commercial Le Boulevard, rue Pineuf, et on pouvait voir dans les corridors cette projection. J'espère qu'elle va fonctionner. Non? Pourquoi? Le gros bouton vert. C'est ça? Ah, c'est le bouton vert ici, excusez-moi. Bon, OK. Alors, voilà ce qu'on voyait avec une grosse projection, magasin Firda. Les mannequins sont sans visage et portent hijab et abaya, ainsi qu'une projection attirant beaucoup l'attention sur les mannequins et l'annonce du magasin identifiant la boutique. Ça identifie donc que c'est des vêtements musulmans à la mode et mode islamique. Quand on consulte, je suis allée consulter le site Internet, le message est encore plus clair concernant la modestie et la pudeur. Sur le site Internet, alors ici on voit vêtements musulmans, mode islamique. Sur le site Internet, on voit qu'il y a une diapositive à droite, là, la diapositive, où les femmes sont soit photographiées, on ne voit pas leur tête, c'est en bas de la tête, ou encore quand on voit leur tête faire la publicité pour le hijab, c'est bien important, eh bien, on faisait un gros trait sur leur visage. On ne voyait pas de visage de femme. Okay? J'ai apposé ça à gauche avec la diapositive d'une affiche électorale en Algérie. Vous voyez, le visage de la femme est exactement comme les mannequins de la boutique. Et vous avez des hommes dont on peut voir le visage, mais pas les femmes. OK? Alors, ce que j'ai appelé, moi, j'ai appelé ça code, non pas vestimentaire, mais le code vestimentaire. C'est-à-dire que, de temps en temps, les protagonistes du voile disent que c'est juste un foulard, puis un vêtement, une mode, et puis d'autres manières, bien, on dit que c'est religieux, puis on invoque la charte et puis les libertés religieuses, et puis c'est ce qu'on a entendu en cours. La question du voile intégral, maintenant. Le niqab, autrefois inconnu en dehors de la péninsule arabique, se répand maintenant en Occident et au Québec, puis à Montréal, je peux vous le dire. L'article 8 de la charte, la loi 21, dit que pour recevoir les services et les données à visage découvert. Malheureusement, la loi 21 est restée silencieuse sur les garderies privées en milieu familial et en milieu scolaire. Et regardez une photo qui a fait scandale en 2013, en milieu familial, une garderie avec des enfants et les deux éducatrices qui se promènent en niqab. Le niqab, là, on a vu avec la COVID puis nos masques, c'est pas facile. Hein? Quand il fait chaud, on voit pas bien, c'est difficile. C'est ça la situation des femmes. C'est dur pour leur intégrité physique, mais c'est dur pour leur intégrité psychologique. Et parlons pas de l'intégration dans la vie sociale et la société. C'est fini, ça. Un autre cas, regardez bien. Ça, c'était en 2013 à Montréal. On voit ça en vidéo au téléjournal. Ils ont évacué par la porte de côté une femme avec, vous voyez, en niqab. Après qu'elle s'est tout revêtue, il y a le feu, là. On évacuait, on voyait par la porte principale. Ils évacuaient les autres occupants de l'immeuble. Mais non, les femmes en niqab, il fallait attendre qu'elle ait revêtu. Et vous voyez, il y a une petite fille. Il faut qu'elle soit toute couverte, les mains comprises. Et là, le pompier les a fait sortir par la porte de côté. OK? Alors, ça en dit long sur les accommodements que les services publics étaient prêts à faire. Hein? Même quand il y a incendie, il faut attendre qu'ils s'habillent au complet. Bon. À quoi servent ces différentes formes de voile? Les vêtements typiquement musulmans ont pour fonction de rendre visibles les adeptes.
En France, si le hijab est interdit pour les élèves à l'école, on les incite à mettre une abaya pour contourner les règles et les amener à afficher leur appartenance religieuse. En 2013, l'abaya a été interdite. Les réseaux sociaux, les prédicateurs, les influenceuses disent de se rabattre sur les robes de femmes enceintes et incitent les étudiantes à porter plainte pour discrimination et islamophobie. On met en place aussi un collectif « Touche pas à mon abaya » avec des marches. Okay? Le hijab a aussi une deuxième fonction, qui est de garder les femmes dans le giron de l'islam, en maintenant une séparation entre la société d'accueil et les femmes musulmanes. Alors, pas de problème pour les hommes. Ils peuvent être habillés comme les autres. On ne les repère pas en place publique ni à l'école. Mais les femmes, par exemple, le message réel qui se dégage, c'est que ces femmes sont une chasse gardée pour la communauté musulmane, de sorte que très peu d'hommes non musulmans vont faire la cour à ces femmes. De sorte que le message que la porte-parole des indigènes de la République a mentionné, vous le voyez, le foulard envoie un message clair, nous ne sommes pas des corps disponibles à la consommation masculine blanche. Le contrôle du corps des femmes et de leurs vêtements est donc un enjeu très important notamment pour le développement des courants salafistes et islamistes. Rachel Antonius et Ali Beladi, auteur du livre « Islam et islamisme en Occident », ça a été publié l'année passée, dit « Le port du hijab se généralise donc en même temps que croissent les courants salafistes qui en font une stratégie pour étendre leur influence. » Fermez les guillemets. Ils ajoutent « La généralisation du hijab dans les sociétés arabo-musulmanes font que beaucoup de femmes se mettent à le porter pour éviter les pressions de leur milieu et la stigmatisation de la rue. Et ça devient un signe de respectabilité. Et les femmes qui ne le portent pas, eh bien, elles risquent d'être affublées de l'étiquette infamante de « putain ». Quel est cet islam en contexte québécois et qui peut se répercuter à l'école? J'aimerais rappeler les propos de l'imam de la mosquée de la ville de Brossard, une ville au sud de Montréal. Il déclarait en 2011 sur les ondes de Radio-Canada. Il disait que couper la main du voleur, ça sert de leçon aux autres et ça crée une société, une ambiance où il y a paix et justice. Et qu'est-ce qu'il disait sur la lapidation des femmes? Eh bien, dit textuellement, c'est aussi dans la charia. Il faut voir pourquoi Dieu a fait ses lois. C'est pour créer une société saine, pure, claire, équilibrée et balancée. C'est pour éviter les crimes, éviter les malentendus. Ce n'est pas nous qui donnons ce droit, ce sont les lois de Dieu et on ne peut pas les changer. Dans leur livre « Islam et islamisme en Occident », Antonius et Beladi mentionnent, écoutez bien, citation, « L'application de la charia est considérée par la majorité des associations islamiques de Montréal comme un idéal de société juste à atteindre. » Alors, même si ces associations islamiques ne revendiquent pas d'appliquer la charia au Canada, pas depuis que Fatima Ouda Pépin a présenté une motion qu'il n'y ait pas de tribunal d'arbitrage en 2004, eh bien, ils se gardent une petite gêne maintenant. Mais il nous indique... Pardon? Bien, espérons que non. Alors, il nous dit que les courants politiques qui se réclament de l'islam fondamentalistes et sont en montée fulgurante au Québec actuellement. Certains courants sont de tendance libérale, modérée, plus conciliant avec la modernité et les règles des sociétés non musulmanes, mais ce n'est pas la majorité. C'est le salafisme. En conclusion, pour assurer la paix sociale, il nous faut favoriser ce qui nous rapproche et non pas ce qui nous divise, comme l'a bien mentionné Nadia Mabrouk ce matin. Il devient alors important de ne pas encourager l'auto-ghettoisation des différents groupes religieux en finançant des écoles confessionnelles, la construction de quartiers bâtis autour de lieux de culte, les cimetières séparés, les services publics selon la religion, les salles de prière dans les écoles, cégeps et universités. Okay? Alors, il nous faut donc prendre conscience des courants
qui s'infiltrent aussi à l'école et qui essayent d'imposer les tendances, le retour des mœurs fondamentalistes. Pour terminer, j'aimerais citer Kamel Daoud, écrivain algérien déjà menacé d'une fatwa et chroniqueur à la Vue Le Point, dans un article intitulé « Le diable est encore une femme ». J'aime bien le titre. Il disait, citation, « Le monde dit arabe peut renverser Saddam, chasser Moubarak, soulever la rue, mais il y a une chose que l'on ne doit jamais révolutionner, c'est la condition de la femme. » C'est pourtant ce qu'on espère réussir au Québec, révolutionner la condition des femmes. Et pour y arriver, la laïcité est une condition essentielle, et non seulement ça, mais l'enseigner aussi à l'école. Merci. Merci beaucoup, Madame Sirois.